Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Les saisons changent, nous sommes au printemps, mais il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le concept de ce talk. Il y aura, comme d'habitude, des analyses, des débats et des duels acharnés sur l'actualité sportive du département avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, ils sont 5 autour de cette table, présentation en musique. On commence à ma droite, c'est sur les terrains de rugby avec Versailles dans nos studios. C'est un véritable combattant. Le froid, les gelées de l'hiver ne lui ont pas fait peur une seule seconde. D'ailleurs, il s'est souvent baladé dans les rues versaillaises avec juste une peau de bête sur le dos. On le surnomme dans cette émission le gladiateur. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Bonsoir Pierre. Salut Mickaël, salut à tous, forme et bonheur. Alors, cette histoire de peau de bête dans les rues de Versailles, en fait, c'est une légende, une rumeur? Non, c'est pas une légende, rien de ma bille. Et bon, une bonne peau de bête jetée comme ça négligemment, ça fait passer l'hiver tranquille. Ok, bon, on prend ça en note. On passe à ma gauche, musique. C'est une petite nouvelle dans cette émission, mais elle deviendra bientôt incontournable. Elle nous vient tout droit de Viroflay et c'est l'une des meilleures coachs sportives du département. Elle est aussi experte en nutrition. Je vais d'ailleurs lui demander quelques conseils à la fin de l'émission pour perdre un petit peu de poids en vue de l'été. Leslie Levrard est avec nous. Bonjour. Comment allez-vous, Leslie, pour cette grande première? Ça va très bien. Pas trop stressé? Non, je sais que je vais bien m'amuser. Voilà. Tout va bien. Bon, n'hésitez pas à demander quelques conseils à Pierre Chevalier, s'il faut, pendant l'émission. On repasse à ma droite, musique. Il est de retour dans cette émission. C'est l'un des meilleurs chroniqueurs de l'histoire de Si on parlait sport. On le surnomme le Zorro Yvelinois dans ce talk. Le cavalier international de plaisir, le seul, l'unique, l'incroyable Raoul Cotret-Dautré nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour Raoul, comment allez-vous? Très bien, ravi de vous retrouver. Voilà, donc c'est un retour aux sources ici. Ah oui, je suis très content. Voilà, il y a des nouvelles têtes. On parlait la dernière fois, Leslie par exemple, qui vient d'arriver dans l'émission. Voilà. Super. Voilà, on va ravi en tout cas. On repasse à ma gauche, musique, magique, éblouissant, époustouflant, des superlatifs utilisés principalement sur les affiches des plus grands blockbusters américains, des termes utilisés également pour qualifier les prestations de ce chroniqueur devenu mythique dans les Yvelines. Coach Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, du Plaisir Rugby Club, est avec nous pendant une heure. Bonsoir Mickaël et bonsoir à tous. Bonjour, comment allez-vous Jean? Impeccable. Toujours en forme? Ah mais moi toujours. Dès que je viens ici, je suis bien. Voilà, vous avez... Je suis bien, j'aime retrouver tout le monde, c'est très bien. Voilà, vous avez le retour de Raoul aussi. Le retour de Zorro, ça fait bien plaisir de le voir. T'es content de me voir? Impeccable. On termine à ma droite, musique. C'est seulement son deuxième Si on parlait sport. Il sera notre spécialiste football dans cette émission. C'est un chroniqueur niveau Ligue des Champions, plus fort que le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo contre la Juventus de Turin. Georges Gomis, président du Plaisir Sporting Club, est avec nous. Bonjour Georges. Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver. Voilà, on va passer une excellente après-midi, je suppose, avec tout le talent des uns et des autres. Alors vous êtes plus fort que le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo contre la Juventus de Turin? Il est mythique celui-là, le retourné. Je ne pense pas être à la hauteur du retourné à Cristiano, mais je vais essayer de lisser mon niveau pour m'en approcher un petit peu. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de football et de la victoire au bout du suspense de Maurepas face à Plaisir en demi-finale de la Coupe des Yvelines. Nous évoquerons également la boxe et la défaite de l'élan courtois Adila Mohammadi. Une contre-performance qui pourrait lui barrer le chemin du titre mondial. Mais avant de développer ces thèmes, on ouvre une page BMX. La première manche de la Coupe du Monde de BMX s'est tenue ce samedi 31 mars et ce dimanche 1er avril au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines avec les meilleurs pilotes du monde en activité. Une première depuis 7 ans en France. L'événement a été suivi par plus de 10 000 spectateurs. Une ambiance des grands jours qui a sublimé les pilotes français selon le staff des Tricolores. On écoute le coach Julien Sastre au micro de Nicolas Dandry. Je dirais que c'est un petit plus en termes de motivation et d'enthousiasme. Ça nous fait toujours un immense plaisir de courir à domicile. Ça a une saveur un petit peu particulière. Donc oui, je dirais que ouais, on a un petit, comme on dit en anglais, home advantage. Le pilote qui a le plus profité de cet avantage à domicile, c'est lui, Joris Daudet. Le pilote du Stade Bordelais, 2 fois vainqueur de la couronne mondiale en 2011 et 2016, a terminé 3e de la première manche le samedi et premier 24 heures plus tard. Écoutez sa réaction. Je suis vraiment content de gagner ici à la maison à Paris. C'est vraiment exceptionnel, le public est exceptionnel tout le week-end. Donc merci à eux et j'espère qu'on aura une autre Coupe du Monde ici en France l'année prochaine.
Jean, vous pensez que ça motive encore plus d'être devant son public? Forcément, c'est un plus. Oui, bien sûr. On va dire, c'est souvent dans les sports collectifs, on dit c'est le 16e homme au rugby, comme on dit. Mais là, au BMX, c'est forcément, on veut faire le mieux et on est transcendé devant son public. C'est normal. Pierre, il n'y a pas une part de chance un peu dans le BMX? C'est pas forcément le meilleur qui gagne à chaque fois. Ouais, c'est a priori un sport où ça se joue au coude à coude et à la force des mollets. Facteur chance sûrement un petit peu comme dans tous les sports. Hein. Il faut que les planètes soient alignées. Sur l'avantage de jouer à domicile, en plus d'avoir son public et ses proches, il y a sûrement aussi une notion de repère, connaître la piste et connaître en gros les moindres recoins et les moindres virages qui donnent là aussi un avantage en plus du facteur chance. Ouais. Georges, c'était un bel événement au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. 10 000 spectateurs, je le disais. Au niveau du public, le public a répondu présent. Je pense que ça prouve l'engouement qu'il y a pour ce sport, cette discipline au niveau départemental. Et que ce soit un garçon du département qui gagne, gagner chez soi, c'est jamais facile. Mais avec un bon public, 10 000 personnes, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus motivant de pouvoir gagner chez soi. Et comme le disait, les repères, c'est important parce que le moindre virage, le moindre creux, vous le connaissez parce que vous entraînez sur la piste. Et moi, je suis très ravi pour ce sport et pour le département et pour ce garçon. La question est de savoir si le Vélodrome est prêt ou pas à accueillir les JO de 2024 après cette compétition. Vous votez, c'est la question sur ce thème. Oui ou non? Oui, 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 oui. Leslie, je vous ai vu brandir votre petit panneau vert. Ah bah oui, parce que 10 000 personnes, c'est déjà bien. Donc pour les JO, je pense qu'ils sont prêts et que c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Voilà. Raoul, vous si vous êtes d'accord. Pour reprendre le propos de Leslie, oui, 10 000 personnes pour un sport qui connaît une couverture médiatique quasi nulle, parce que le BMX, on n'en entend sinon jamais parler. C'est vrai que c'est un score impressionnant. Après, il y a un petit bémol, effectivement, je crois que les épreuves de BMX, elles n'auront pas lieu sous le Vélodrome. Exactement. Parce qu'il y a un problème au niveau olympique, c'est qu'il faut pouvoir filmer les épreuves d'une vue aérienne. Donc ça sera je crois que c'est une centaine de mètres juste à côté, dans un terrain vague qui va être aménagé pour exactement la ville de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à 250 mètres de la piste actuelle qui a accueilli les épreuves de la Coupe du Monde. Et apparemment, justement, ça offrira une épreuve d'autant plus on voit les images justement de ce terrain qui accueillera les épreuves de BMX. Mais maintenant, je pense que de toute façon, c'est un complexe qui a fait ses preuves à de maintes reprises. Donc, puis il reste encore maintenant 6 ans pour se préparer encore. Donc ça... Il n'y a pas de doute. Jean, vous aussi, vous êtes d'accord avec Raoul? Oui, tout à fait. Oui. On va dire que c'est un bon test, une bonne répétition, pour voir un petit peu comment une telle organisation avec déplacer 10 000 spectateurs, c'est beau, quoi. C'est très beau pour n'importe quelle discipline d'ailleurs. Donc ça montre qu'ils sont prêts, que les infrastructures sont prêtes, même si c'est à côté. Je veux dire, pour moi, c'est une bonne répétition pour eux. À la vue des prochains JO organisés en France. Mais ça ne sera pas forcément la piste qui sera utilisée pour les JO. C'est simplement l'organisation autour. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire un événement autour du BMX en faisant venir 10 000 personnes. Donc je pense que pour eux, c'est une belle répétition. Pierre. On en a souvent parlé ici, il y a une ferveur dans le département, déjà pour ce sport particulier, pour le vélo et pour le BMX, qui est ce pourquoi l'endroit a été fait, mais il y a eu aussi beaucoup d'événements qui ont été accueillis au sein du Vélodrome, on a encore une fois souvent parlé. Oui, il y a eu, par exemple en 2015 les championnats du monde de cyclisme sur piste. Handball, on avait parlé moto il n'y a pas très longtemps, donc je crois que de toute façon ils sont prêts à la partie logistique, organisation et réponse du public. Donc a priori, en plus il reste pas mal de temps pour adapter la structure aux exigences olympiques. Donc oui, ils seront prêts. Ils seront prêts. Georges. Comme le disaient mes collègues, c'est une belle répétition et ça va emmener autant de public pour un événement similaire. Je pense que on peut multiplier le nombre de spectateurs pour les JO. Donc je pense que, vu le terrain, je pense qu'ils vont voir un peu plus grand. Je pense pas que la dimension publique, je pense qu'ils vont faire un beau stadium qui va pouvoir accueillir un nombre important de public, puisque là aujourd'hui dans les Yvelines, on est quand même un département vélo. Le stadium devrait faire 7000 places à peu près sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 7000 places. 7000 places.
7 On n'a 000 pas encore places. les plans définitifs, Voilà. mais il devrait faire 7000 places. Bon, de toute façon, on ne peut pas intervenir. Mais quand on voit qu'on peut accueillir 10 000 personnes, Ça fait 3000 déçus. ça va faire des déçus. Et étant donné que c'est les JO, je pense qu'on pourrait accueillir beaucoup plus de monde. Mais après, après les JO, il faut que ça serve. Et c'est vrai que si on voit trop grand, derrière, on se retrouve avec un terrain, enfin un stade. La piste de BMX, elle va être démontée après, me semble-t-il. Alors Ouais. la piste de BMX Il la laisse actuelle sur laquelle s'est Elle est déroulée financée par la le Coupe du comité Monde olympique, donc de c'est BMX pas- restera, quoi qu'il arrive. Mais Ça l'autre, sera elle est- une piste d'entraînement pour les athlètes qui participeront aux épreuves sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ensuite, la piste qui servira aux épreuves des JO devrait normalement être déplacée, enfin démontée, voilà, C'est ce qui est prévu, en du tout site. Ce qui est prévu initialement Ouais. dans le projet. Est-ce qu'il faudra, Leslie, organiser d'autres compétitions de ce type, comme la Coupe du Monde de BMX, dans les prochaines années? C'était une première depuis 7 ans. Est-ce qu'il faudra en organiser une tous les ans jusqu'en 2024? Ah ouais, c'est vrai que ce serait beaucoup mieux pour apporter plus d'attractivité au lieu qui n'est pas très connu. On est un peu excentré de Paris, donc je pense que ce serait vraiment très bien. Après, je me demande, quand ce sera les JO, ce sera peut-être un public plus large. Et là, je ne sais pas comment ils sont débrouillés pour les parkings. Parce que dans l'émission du lundi, il parlait du fait que ça manquait beaucoup de places de parking, il n'y a pas que le nouveau terrain de BMX à reconstruire, il y a aussi tout un gros parking à refaire. Il faudrait, selon vous, créer des parkings supplémentaires? Ah bah si je c'est comprends bien. prévu, c'est pas moi. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Donc après, il y a quand même, en termes d'organisation, du travail, quoi. Donc il ne faut pas non plus que ça perturbe les travaux. Il ne faut pas se reposer sur ses qu'il y a à lauriers, faire. si je comprends bien. Non, mais disons que je pense que c'est plus compliqué que ça va être plus... Enfin, qu'il y a quand même du travail avant la date des JO. Pierre Chevalier, vous êtes d'accord avec Leslie? Il faut organiser tous les ans des compétitions de ce type, des compétitions internationales. Et justement, pour tester l'appétence et pour tester la possibilité d'organiser des grands événements, monter en puissance jusqu'au JO et puis justement tester ses besoins logistiques. Le côté transport, c'est une vraie question et un vrai sujet à chaque fois qu'un événement d'ampleur mondiale est organisé. Donc, plus ils auront l'occasion de se tester à grandeur nature mondiale, mieux ce sera. Après, est-ce qu'ils en auront la possibilité par rapport à un calendrier international? Ça, c'est une autre question, mais ils peuvent en tout état de cause candidater pour. Le mot de la fin pour Pierre Chevalier sur cette thématique. Un mot de football à présent. On jouait ce dimanche 1er avril les demi-finales de la Coupe des Yvelines. Maurepas s'est imposé sur le terrain de Plaisir dans une ambiance électrique. Je vous fais le déroulé de la rencontre. Plaisir mené 2-0 à 5 minutes de la fin du match. Mais les Plaisirois encaissent 2 buts et sont poussés à une terrible séance de tir au but. On écoute les réactions du gardien juste après l'égalisation. C'est super dur, ça te met un coup au moral. On se dit 2-0. Il reste même pas 2-3 minutes, on se prend 2-1, 2-2. Ah non, ça met un coup au moral, mais voilà. Après, on essaie d'être, comme on dit, professionnel et garder la tête haute. Georges, on est comment dans sa tête après un scénario comme celui-là? Écoute, bon, déjà, on est très déçus. Je pense que ils ont... Bon, déjà, ils ont une bonne réaction parce que généralement, on peut aussi avoir un sentiment d'injustice parce que, mais en sport, s'il y a pas la fin du match, tout est possible pour l'adversaire. Donc, ils avaient tous les ingrédients pour gagner. Ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mener au score à 10 minutes de la fin en ayant dominé un match. Un match, c'est jamais fini et je pense que le sentiment, c'est une grosse déception d'être arrivé si près du but et de se retrouver, d'avoir pris 2 buts, on dirait 7 coups de pied arrêtés dans le match puisqu'il y a eu 2 coups francs et 5 pénaltys. Voilà, donc je pense que là, ils attendront l'année prochaine pour pouvoir revivre cette aventure. C'est une faute professionnelle, Jean, à votre avis, d'avoir encaissé 2 buts en 5 minutes? Et le photo professionnel, si les pauvres, on commence à leur parler comme ça, je pense qu'à leur niveau district, ils sont loin d'être professionnels. Je pense que la déception doit largement suffire à... C'était une coupe importante pour le club. À leur mettre le moral à zéro. C'était une coupe importante. C'était une coupe importante, ça peut garnir la vitrine du club. C'est la coupe Mickey. La coupe des Yvelines. Oui, c'est la coupe Pam Pam. Mais comme je dis souvent, c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. Tant que le coup de sifflet final, à parole t'a dit, le match n'est pas terminé. Il faut jouer jusqu'à la
au coup de sifflet final. Et là, ils en ont payé les frais. C'est sûr qu'ils peuvent se les mordre, les doigts. Mais voilà, il faut jouer. C'est pas parce qu'ils menaient 2-0 que c'était fait, la preuve. Et puis on l'a vu à n'importe quel niveau. De toute façon, dans les derniers, on l'a vu même à haut niveau. Le PSG contre Barcelone il y a 2 ans, où ils avaient remonté. L'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. C'était la Coula, oui, c'est vrai. Il y a 2 championnats d'Europe, 2 Coupes d'Europe, mais c'était l'année dernière. Voilà. Mais voilà. Donc à tous les niveaux, on les voit. Il faut jouer jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Voilà. Dans quel état d'esprit devait être l'entraîneur, à votre avis, Pierre Chevalier? Fumasse, je pense. C'est un scénario un peu dramatique. Il y a une différence de niveau, de district entre les 2 équipes. La moins bien classée mène tout le match jusqu'à 10 minutes de la fin, se fait rejoindre. Alors, c'est peut-être là aussi qu'on parle d'expérience. C'est-à-dire que Maurepas y a cru jusqu'au bout, a planté ses 2 buts et puis gagne sur l'ascendant psychologique après la séance de tir au but. Mais c'est un scénario de coupe. Même quel que soit le niveau de cette coupe départementale. C'est là aussi on prend de l'expérience, c'est là aussi on prend des grandes vagues de déception dans les gencives. Et je pense que là, ils doivent ressasser encore. Mais l'entraîneur a sa part de responsabilité quand même. Hein. Pour vous, il aurait dû bétonner en défense? Je dis pas, il a sa part de responsabilité. Moi, j'étais pas au match. Je vais pas lui dire ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. Mais il a sa part de responsabilité. On peut pas incriminer et rejeter la faute que sur les joueurs. Un entraîneur, il a sa part de responsabilité dans la gestion de sa fin de match, où il se fait remonter de 2 buts alors qu'ils ont le match en main. Donc lui aussi a sa part de responsabilité. Donc il peut se mettre avec la main dans les joueurs. Hein. On va écouter en tout cas la réaction du défenseur de l'équipe, le capitaine de l'équipe, au micro de Nicolas Dandry. Le scénario du match fait que il y a encore plus de bonheur, égaliser à la dernière seconde. Après les tirs au but, c'est toujours la loterie un peu, mais ça fait 3 fois qu'on passe au tir au but, donc on peut dire qu'on est assez à l'aise dans l'exercice finalement. Dans l'autre demi-finale, Guyancourt s'est imposé à 5-1 face à Ardricourt. Les 2 équipes de D1 de district se rencontreront le 3 juin prochain à Maisons-Lafitte. La question sur ce thème, l'équipe de Maurepas mérite-t-elle sa qualification en finale? Oui ou non? Vous votez oui, ou c'est unanime sur la question. Vous avez été un peu timoré, mitigé dans votre décision, Jean. Pourquoi? Non, j'ai pas été timoré. Non, je regardais juste la couleur. J'ai des problèmes avec la couleur. Je suis daltonien. Mais non, pas du tout. Ils l'ont pas volé. Et c'est pas eux qui l'ont volé. Et c'est pas une erreur. Ils n'ont pas bénéficié d'une erreur d'arbitrage. Ils n'ont pas bénéficié de leur victoire ne souffre d'aucune contestation. Donc, ils sont en finale et ils l'ont pas volé. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Leslie, ils l'ont pas volé? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Non, j'ai rien à ajouter. Et quand on voit justement le contenu du match, ils perdent 2-0 en sachant que c'est une équipe quand même, Maurepas, qui était une division au-dessus des Plaisirois. Est-ce qu'il n'y a pas une part de déception quand même d'attendre la dernière seconde pour remporter la victoire? Si, bien évidemment, mais c'est le jeu, comme on dit. Donc, je suis pas d'un tempérament défaitiste, alors j'ai rien à ajouter. J'accepte le scénario et puis voilà quoi. Quoi qu'il arrive, ils sont qualifiés. Ouais. Pierre, mental. Il le mérite sur la gestion du match, a priori. Même s'il y a un décalage de niveau entre les 2 équipes, y avoir cru jusqu'au bout. Et puis, comme disait Jean, c'est vraiment jusqu'au coup de sifflet final que le destin se lie et se délie. Et là, en l'occurrence, il le mérite sûrement sur cette dimension mentale d'avoir été le chercher, alors qu'ils étaient quand même bien mal embarqués. Mais c'est pas forcément brillant sur le terrain. Est-ce que c'est considéré que parce qu'ils ont un district de plus, ils auraient dû mener et puis faire en sorte que ce soit eux qui mènent 2-0 pendant tout le match? C'est là aussi où c'est le scénario de coupe. Ils se sont pas facilité la tâche, c'est pas ce qu'on attendait, mais au final, même si ça fait 3 fois qu'ils passent au tir au but, ils passent. Pierre, Jean, je vais y arriver. Répondez à Pierre. Je dis simplement c'est que l'histoire ne retient que le résultat, elle ne retient jamais la manière. Donc le résultat est là et c'est ce que retiendra l'histoire. Mais quand on joue au football, la manière nous permet de gagner plus souvent que le résultat. Parce que la manière, si on joue 10 fois bien, je ne pense pas qu'on perd 7 fois. Alors que si on joue 10 fois mal,
on gagnera peut-être 2 fois ou 1 fois. Frédéric, Voilà. sur le second. Mais par contre, on peut dire aussi une chose. On peut dire une chose. Les coups de pied arrêtés. L'importance des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on débloque les matchs. On débloque les matchs par les coups de pied arrêtés. Donc je pense que Maurepas doit y accorder beaucoup de temps. Et passer 3 fois au tir au but face à des adversaires, bah, on ne peut pas dire que c'est de la chance. C'est de la technique, c'est beaucoup de travail sur les coups de pied arrêtés. Bon, peut-être que là, ils sont sortis vainqueurs. Mais en football, on nous fait toujours ce qu'on a fait aux autres. Alors j'attends le prochain match pour voir si l'équipe adverse leur mettra peut-être un coup de pied arrêté à la 90e minute. Donc un match contre Guyancourt, cette finale. Qui est favori selon vous, Georges, sur cette rencontre? Les 2 équipes jouent dans la même division. Guyancourt a remporté le dernier match. Le match aller, c'était pour Maurepas. Finalement, les 2 équipes sont assez similaires dans leur jeu et assez proches au niveau du niveau. Mais une finale, de toute façon, c'est particulier. Déjà, ça va se jouer sur terrain neutre. Une autre chose, l'état de forme des garçons, parce que on va arriver en fin de saison. Est-ce que la préparation physique elle a été faite de quelle manière? Moi, je donnerais plutôt l'avantage à l'équipe la moins bien classée, parce que l'équipe la moins bien classée, si elle est donc ça serait Guyancourt pour moi, Guyancourt, puisque Guyancourt ne joue pas qui est actuellement 2e et Guyancourt qui est actuellement 5e. Voilà, je pense que l'équipe qui aura plus de fraîcheur, là, Guyancourt, s'ils sont bien calés dans le creux ventre mou du creux du championnat, je pense que là, leur finale, ils vont pouvoir la préparer comme il faut. Alors les 2 équipes s'étaient affrontées en demi-finale de Coupe des Yvelines, c'était il y a 2 ans. Maurepas l'avait emporté au tir au but encore une fois. Raoul, est-ce que ça va être présent dans les esprits des joueurs, à votre avis? Forcément, je pense que de toute façon, quand il y a des équipes un sentiment de revanche peut-être pour c'est obligatoire. Pour c'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui. Pour moi, on est toujours sur le souvenir de la rencontre précédente, même si elle date, on s'en souvient et on redoute toujours les difficultés auxquelles on a fait face dans les matchs précédents. Jean, le coach peut s'en servir peut-être de cette défaite il y a 2 ans à Maurepas, dans cette demi-finale de Coupe des Yvelines, pour préparer son match? Oui, 2 ans, c'est à la fois court et long quand même. On n'est pas sûr que ce soit le même groupe, la même équipe, et que ça ait un impact sur le collectif. Moi, j'aurais tendance à dire qu'une finale, pour en avoir joué plusieurs, en tant que joueur et entraîneur, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est tellement vrai parce que ce jour-là, c'est avec les tripes qu'il faut aller chercher la victoire et pas spécialement parce que là on a 2 équipes qui sont du même niveau, donc ce sera vraiment pas spécialement le technique qui va faire la différence, mais les tripes et le mental. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique football. Après cette large page résultats, nous allons passer à notre coup de projecteur. Dans notre coup de projecteur de la boxe et une déception dans le championnat WBA super moyen, l'élan courtois Adila Mohammadi s'est incliné au point ce vendredi 30 mars à Levallois face à Najib Mohamedi à l'unanimité des 3 juges. Une défaite qui devrait priver le sportif yvelinois d'un combat pour un titre mondial. À l'issue de la rencontre, Adila Mohammadi, 37 ans, a demandé une revanche, ce qu'il pourrait obtenir selon nos informations. La question sur ce thème, est-ce que c'est la fin de la carrière d'Adila Mohammadi? Je vous rappelle qu'il a 37 ans. Partagez, Pierre. On fait un petit duel entre vous, Jean et Georges. Vous commencez, Jean? Oui, je préfère. Parce que Georges est un peu plus là-dedans. Allez-y, Jean. Là, je suis mitigé parce que forcément, on sait pertinemment qu'en boxe, le fait de perdre un combat alors qu'on vise un titre mondial, c'est vraiment un arrêt important dans la progression vers le combat pour le titre mondial. Donc c'est un petit bémol. Et puis il y a l'âge aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. 37 ans. C'est 37 ans. Maintenant, c'est pas impossible. C'est pour ça que j'étais un petit peu mitigé. C'est pas impossible parce que c'est un boxeur qui a un mental énorme et qui l'a montré déjà à plusieurs reprises. Et que déjà, s'il veut une revanche rapidement et qu'il va l'obtenir vraisemblablement, ça peut aussi dire
à certaines personnes, non, je ne suis pas fini et je peux encore prétendre à obtenir le titre mondial. Voilà pourquoi j'étais mitigé. Georges. De toute façon, après, on ne sait pas, mais je pense qu'il va falloir qu'on lui donne sa chance déjà, parce que là, de reboxer, bon, il n'a pas perdu par KO, il a perdu au point. Moi, personnellement, à cet âge-là, il a perdu au point, certes, mais il a quand même perdu 118-110 selon les juges, 119-109 et 119-109 également. Ouais. Bon, voilà. Donc il a été dominé. Il a été dominé. Donc qu'est-ce qu'il a prouvé là aujourd'hui? À son âge, il a fait une belle carrière. Il perd sur une défaite. C'est vrai que c'est sur le plan de l'orgueil, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Mais maintenant, après il y a la barrière de l'âge, il y a des boxeurs qui lui sont supérieurs. Moi, je pense que la sagesse aussi à cet âge-là, il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse et puis aussi se dire que c'est fini. Il vaut mieux, c'est fini parce qu'on a été dominé. Raoul, vous qui êtes notre spécialiste boxe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fini je pense ou pas que pour fin de carrière, non. Maintenant, il faut reconnaître que la catégorie mi-moyen, c'est une catégorie très relevée parce que dans les 3 premiers mondiaux, on a quand même George Grove, Callum Smith, qu'il avait déjà rencontré, mais qu'il a perdu dans un contre. Chris Eubank Jr. Donc le titre mondial, pour moi, il va être très compliqué à obtenir. On voit justement son combat contre Callum Smith. Parce que la catégorie est relevée, mais l'âge, on voit de plus en plus d'athlètes durer dans le temps et très très bien se maintenir parce que physiquement on arrive à être en meilleures conditions, à se maintenir et la faculté. Adila, il est très surprenant parce qu'il a une faculté quand même à revenir et à se relever d'une défaite qui est très surprenante. Quand il a perdu au contre Callum Smith, il a quand même récupéré sa ceinture. Voilà, dès le premier round, oui. Et donc voilà, donc il y a rien de pire pour perdre le moral. Et faut voir la manière dont il a expédié Christophe Rebrassé fin 2017 pour récupérer sa ceinture. Il est encore capable de la récupérer. Le titre mondial, j'y crois pas, mais fin de carrière, non. Non, pas fin de carrière pour vous. Et de toute façon, Nijab, c'était quelqu'un à craindre. Pareil, il a boxé au Vélodrome de Saint-Quentin. Il a battu Hakim Zulkina, qui est un grand boxeur yvelinois aussi. Ça a été une boucherie, donc il était à redouter, ce garçon-là. C'est un gros combat pour lui. Ça c'est sûr. Mais en général, Adila est très très performant dans les revanches. Parce que c'est quelqu'un de très stratégique, qui s'expose peu. Il peut durer parce que c'est pas un boxeur qui souffre des combats. Il est peu touché et il sait mettre en place des stratégies pour vraiment améliorer sa boxe et prendre des revanches. Donc le rematch est à suivre. Leslie, vous pensez qu'à 37 ans, physiquement, il peut encore tenir? Alors là, je peux rien ajouter après ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord avec les deux et puis du coup, toi, tu nuances avec tout ce que tu sais. Moi, j'aurais tendance à dire que 37 ans à la base, c'est déjà la fin de carrière. Après, pour ne plus espérer. Au niveau de l'organisme, est-ce que c'est possible de faire de la boxe jusqu'à 40, 45 ans selon vous? On a dépassé le stade des performances. Après, effectivement, on peut se maintenir. Federer, dans un autre domaine, le prouve. Mais ça dépend aussi du mental, effectivement. Mais je tendrais quand même à dire que 37 ans, fin de performance. C'est terminé. Mais il y a le mental, Oui. Donc c'est possible. Pour moi, donc il a encore une dizaine d'années de boxe devant lui. Il peut boxer 10 ans. Il peut boxer 10 ans à ce niveau-là, sans problème. Et vous pensez que Mohamedi va accepter cette revanche? Logiquement, ça devrait être signé. Est-ce que, Georges, vous pensez que ça serait dans son optique de signer cette revanche? Écoute, car il y a le titre mondial qui lui tend les bras finalement. Il pourrait perdre cette possibilité. Voilà, mais moi je pense que c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Déjà, il faut qu'on lui donne sa chance. Alors si Mohamedi lui laisse cette chance-là, je pense que Adila l'a demandé, en tout cas. D'accord. Adila Mohamedi l'a demandé et les promoteurs sont en train de voir éventuellement un nouveau combat. Déjà, c'est pas entre ses mains déjà. Donc si les promoteurs lui acceptent ce combat, qui se prépare, qu'il le fasse et qui montre, qui prouve ce qu'il veut prouver. Parce que pour moi, quand on arrive à cet âge-là et pour moi, on a déjà prouvé. Même si on a prouvé sa longévité, on a prouvé son talent. On ne dit pas que c'est un mauvais boxeur. Et je pense aussi que retourner au combat avec le même type qui t'a battu,
Et aujourd'hui, je sais que les boxeurs sont de plus en plus précoces, quoi. Ils sont précoces, les techniques d'entraînement sont encore plus... C'est aussi se mettre en danger, parce que c'est un garçon qui a quand même qui mérite le respect, de sortir par la grande porte, et qui nous dit la prochaine fois il sortira pas par la grande porte, ça se trouve. Là, il sort grandi, mais s'il sort par KO, est-ce que cette revanche-là, on sortira sur une mauvaise image? Raoul, vous y croyez pas du tout à cette revanche de votre côté? Moi, je pense que c'est un énorme danger pour Nijab que d'accepter une revanche. J'espère qu'elle aura lieu, mais je vois pas comment. À moins qu'il y ait parce qu'il y a aussi l'argent qui rentre en compte. À moins que vraiment il y ait l'argent en face, je vois pas comment. Il a largement dominé quand même Adila Mouhaddi sur ce combat-là. Il se dit peut-être que le prochain combat sera identique. Nijab, ils se connaissent tous très très bien. Le monde de la boxe en France, c'est pas si vaste que ça par rapport à d'autres continents. Donc ils se connaissent tous. Et je pense que vraiment, Adila, c'est pas le boxeur qu'on a envie de rencontrer dans une revanche. Et en plus, il n'y a aucun intérêt stratégique pour Nijab de le faire. Donc j'aimerais bien qu'elle y ait lieu, parce que je suis à fond derrière Adila, qui est un poulain de la même salle que je fréquente. Donc il y a aussi un côté un peu supporter. Mais j'y crois pas trop. Je serais très surpris en tous les cas. Pareil pour vous, Jean? Oui, pour moi, c'est un risque inutile. S'il se met en risque, c'est un risque inutile pour lui. Mais c'est une chance pour Adila Mouhaddi. Bien sûr, oui, non, mais là, on parle du perdant. Donc lui, bien sûr que lui, c'est sa seule chance de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir conquérir un titre mondial. Alors que l'autre, il n'a rien à faire, il va avoir la porte ouverte. Voilà. Najib, Mohamedi. Najib. Voilà. On continue à parler de boxe et d'Ahmed El Moussaoui, originaire de l'Aveyron. Il n'a pas fait de détails lors de sa première sortie de l'année, ce 24 mars au Palais des Sports de Marseille. L'Yvelinois a signé la 28e victoire de sa carrière contre le Hongrois Gabor Gorbic dans une confrontation en 8 rounds. Les juges l'ont tous déclaré vainqueur au point. Ce résultat permet au boxeur de se maintenir à la 19e place mondiale dans la catégorie des poids mi-moyens. Ahmed El Moussaoui pourrait combattre d'ici le début de l'été. La question sur ce thème, Ahmed El Moussaoui doit-il combattre rapidement pour le titre mondial? Lui, il n'a pas 37 ans, il a 28 ans. Oui ou non? Est-ce qu'il doit combattre rapidement? Leslie? Oui? On fait un petit duel entre vous deux encore? Entre Jean et Georges? Le retour? Georges, allez-y, Georges. Non, mais pas trop de politesse. Allez-y, Georges. Ouais, donc, oui, écoute, 28 ans, c'est l'âge de... 28 ans. Ah ouais. Bon. 28 ans. Donc, 28 ans, c'est l'âge de pour moi, c'est l'âge de la maturité. C'est dans beaucoup de sports. On est à 28 ans, on est mûr, on connaît sa boxe, on connaît son potentiel, on est en pleine ascension sur le plan physique, technique, mental, on connaît son corps. Et je pense que là, étant donné qu'il est sur une bonne lancée, il n'a pas connu d'échec. Pour moi, tant qu'on est dans une bonne lancée, il vaut mieux continuer parce qu'on a la confiance, on a les planètes sont bien alignées. Pour lui, moi personnellement, je serais son coach ou je serais son entourage, j'opterais pour ce choix-là. Jean? Alors, d'un côté, il est sur une bonne dynamique, effectivement. Il est en pleine confiance. Peut-être un peu trop, il faut faire attention. Je crois qu'un championnat du monde, ça se prépare non seulement physiquement. Physiquement, il a l'air très très prêt et très affûté. On l'a vu, et il fait pas rire les campeurs. Mais un championnat du monde... On la garde pour le best-of de fin de saison, celle-là. Non, mais il a affûté, le type. Je crois que j'ai jamais été comme ça de ma vie, moi. Ouais, il est très estimé, Jean. J'ai été musclé, mais pas comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, un championnat du monde, ça se prépare. Et ça se prépare non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Et il ne faudrait pas que justement cet élan de confiance lui soit fatal sur cette conquête du titre mondial. Voilà pourquoi je suis un petit peu réservé. Leslie, comment ça se prépare un combat de ce type? Comment ça se prépare? Jean en parlait, ça se prépare sur de longs mois. Est-ce que ça se prépare effectivement sur de nombreuses semaines de longs mois?
Bah oui, mais après je suis pas non plus spécialiste en boxe, Michael. C'est un petit peu délicat. Physiquement, est-ce qu'il faut quand même se préparer pendant de longues semaines? Bah quand même, en général, ils ont toute l'année qui est quand même très physique avec très peu de récup. C'est plutôt l'inverse. Ils ont du mal à trouver du temps de récupération, non? Sur leur année. Si. Donc, quelqu'un comme Ahmed, il va faire 3 combats par an maximum, donc ça va. Et encore là, il a fait le combat, c'est un combat mise en chauffe. Il a fait un 8 rounds contre le 321e mondial. Donc ce combat-là, c'était juste pour le mettre en condition, mais en général, ils ont la récup qu'il faut. C'est pas qu'un problème physique. On peut pas. Allez-y. Et je pense pas que ce soit une question. En tout cas, je pense qu'il est prêt pour l'entraînement. Pour un championnat du monde, c'est possible. Oui, moi je pense que c'est possible. Raoul, finalement, vous le disiez, c'était peut-être un combat de mise en jambe plus qu'un vrai combat pour un championnat du monde. Non, mais ouais. Et de toute façon, je pense qu'il faut pas il faut qu'il fasse très attention parce que lui, en pareil, il est dans une catégorie où il y a des extraterrestres. Manny Pacquiao n'a pas raccroché les gants. Il a le potentiel. Il faut savoir qu'une de ses rares défaites, elle est contre Jeff Horn, qui est l'actuel qui est le numéro 1 mondial, bien sûr. Mais pour l'instant, s'il se jetait dans la gueule du loup là, intercontinental en mai 2015. Voilà. Là, il se jetterait dans la gueule du loup, ça serait beaucoup trop tôt. À ce niveau-là, de toute façon, physiquement, ils sont tous très préparés. Et il ne faut pas oublier que la boxe, au-delà du physique, c'est quand même un sport très technique. Et à ce niveau-là, c'est vraiment ce facteur qui change. Hein. Donc je crois que là, il faut quand même attendre un vrai niveau de maturité avant de se lancer dans un championnat du monde. S'il se laisse 3 ans, je pense que c'est la bonne durée. Quand on rentre dans les petits papiers de la WBO, on en ressort aussi vite une défaite et on est vite mis aux oubliettes, surtout quand on a le malheur. Alors là, il est marocain, mais c'est un franco-marocain. C'est très très difficile de rentrer dans ces organisations-là quand on n'est pas sur le continent américain. Donc faire très attention à ça. Faut pas qu'il soit pressé. Ça serait bien justement qu'on arrive à garder ce boxeur-là et le faire mûrir correctement parce que lui, je pense que potentiellement, il pourrait être champion du monde. Vu qu'on lui a volé sa ceinture contre l'Espagnol il y a un peu moins d'1 an, qu'il avait mis KO au 12e. C'est Ferrino, me semble-t-il. C'est ça, voilà. Justement, je voulais en venir là. Pierre Chevalier, quand on voit finalement les opportunités que Ahmed El Moussaoui a eues pour des titres mondiaux, il s'est toujours raté, on peut le dire. Il a perdu contre Ceferino Rodriguez en décembre 2016 pour le titre européen vacant EBU. Il avait perdu contre Jeff Horn, vous en parliez tout à l'heure, Raoul, pour le titre intercontinental en mai 2015. Un boxeur qui est aujourd'hui du coup champion du monde, comme vous le disiez précédemment. Il avait battu Manny Pacquiao notamment pour le titre de champion du monde. Ça joue aussi dans la tête. Il n'est peut-être pas encore prêt à 28 ans, Pierre Chevalier. C'est surtout ça. J'en parlais de mental, Raoul parlait de technique. Et il y a une dimension très nette de maturité dans ce noble art qu'est la boxe. Et le jeter trop tôt dans la gueule du loup, comme disait Raoul, c'est sûrement gâcher un potentiel, parce qu'il faut qu'il monte. Il a quand même 28 victoires, 3 défaites et 1 nul pour l'instant. Alors, il faut voir les adversaires qu'il a eu jusqu'à maintenant. Sur le combat dont on vient de parler, c'est plutôt, je ne veux pas dire un faire-valoir, mais une mise en valeur de ce jeune champion et de son potentiel. Et après, de pouvoir le faire monter tranquillement, mais sûrement, vers un peu plus de maturité, de technique physique, il n'en a pas besoin, mais de technique et de maturité. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. Le Zoré-Villinois doit partir en compétition. Du coup, Raoul, on vous laisse pour la deuxième partie de l'émission. Vous ne serez pas là. Mais on vous reverra sur une prochaine émission. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de ce coup de projecteur. Ouais, il passe devant la caméra. Il ne respecte plus rien, Raoul. C'est la fin de ce coup de projecteur. On passe maintenant à notre focus du jour. Dans notre focus du football, le 15e trophée Gold-Elettra créé par l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain Rail était organisé ce samedi 24 mars au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Le tournoi caritatif a permis de récolter des dons en faveur des enfants et des adolescents défavorisés brésiliens. Le tout dans une ambiance festive brésilienne. Sur le terrain de futsal, les aficionados du PSG ont pu revoir des joueurs qui ont marqué les travées du Parc des Princes comme Laurent Fournier, Eric Rabezandratana ou Bernard Mendy. On écoute les réactions. Tout simplement parce que c'est une bonne initiative. J'ai été content que Rai m'appelle, un ancien de la maison, et c'est pour une bonne cause. Au travers d'un match, on arrive à récolter des fonds, à rassembler aussi beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'est toujours bien, c'est pas grand-chose, c'est qu'une journée, on donne de nous sur un terrain. On se retrouve également entre anciens footballeurs, entre anciens parisiens.
Une dizaine d'anciennes gloires qui a eu du mal à terminer la rencontre physiquement, mais l'essentiel était ailleurs pour cette 15e édition. On écoute le fondateur Rail au micro de Nicolas Dandry. C'était très positif. Tous les buts étaient atteints. C'est mobiliser les sociétés, les partenaires, les collaborateurs aussi, faire l'intégration. Le trophée Gold Elettra devrait revenir l'année prochaine à Saint-Quentin, en Yvelines. La question sur ce thème, les matchs caritatifs sont-ils une piste à explorer pour remplir ce vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines? Oui ou non? Vous votez. Georges, vous pouvez prendre... Voilà, super. Vous êtes tous d'accord? Jean, pourquoi? Parce que de toute façon, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois ici, n'importe quel événement qui amène du monde est toujours bon pour une structure sportive. Et à l'occurrence, le vélodrome. Donc là, c'était caritatif, mais caritatif ou pas, ça a amené du monde. Les gens ont passé une bonne journée, une ambiance brésilienne très très bien. Donc forcément, c'est toujours un plus pour les équipements et toutes les structures sportives de n'importe quel département. Pierre Chevalier. C'est lié le cœur et les jambes, c'est lié à un certain nombre de bonnes valeurs qui changent un petit peu dans le calendrier d'un site qui reçoit des compétitions sportives. Et là, en l'occurrence, c'est avec l'image estampillée PSG, le Rail, les anciens, et puis cette ambiance festive du football, ça sert la cause de toute façon. Et a priori, un certain nombre d'Yvelinois ont été sensibles justement à cette cause-là. Ils remplissent le vélodrome. C'est de toute façon une enceinte comme celle-là, elle doit vivre par le sport, elle doit vivre par des événements festifs, caritatifs. Si en plus c'est lié de l'utile à l'agréable, c'est parfait, c'est ce qu'il faut viser. Ouais. Bon, le gros point positif, vous en parlez justement, ça a été l'ambiance dans ce vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le collectif ultra du PSG a investi les tribunes pour soutenir leur ancien joueur Rail. Regardez cet extrait. Leslie, super ambiance au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouais, non, c'est bien. Et puis ça permet quand même de faire découvrir le vélodrome à ceux qui sont allés participer à l'événement, parce que je pense qu'ils ne connaissaient pas tous. Donc c'est aussi pas bien forcément pour le ça. même public. Oui, voilà. Donc oui, pour toutes ces raisons citées. Et puis le fait de faire découvrir le vélodrome aux gens des alentours et puis un petit peu plus loin. Georges Gomis. Oui, une enceinte aussi grande, aussi belle et aussi chaleureuse, c'est comme le disent mes collègues, il faut la faire vivre. Et là, c'est un événement comme ça, caritatif, comme il disait, plus un grand monsieur comme Rail, avec un grand talent, un grand cœur, amener le Brésil à Saint-Quentin, amener le PSG à Saint-Quentin, amener le public, les déplacer dans les Yvelines, dans cette enseigne. On remercie Rail, on remercie la région, enfin le département, on remercie toutes les personnes qui sont venues pour servir cette cause-là. Voilà. On aurait aimé y être nous aussi. Malheureusement, on avait d'autres choses à faire. Et vous étiez sur les terrains encore une fois. On était sur les terrains. Voilà. Jean, ça permet également de faire parler du vélodrome une nouvelle fois à travers des joueurs comme... que tout supporter du PSG connaît forcément, Eric Rabaiz-Andratana, Rail ou Bernard Mendy, à différentes échelles forcément, mais ça permet de faire parler du vélodrome à travers des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Oui, forcément, on en revient toujours à la même chose. C'est déplacer en plus une population qui n'est pas du tout liée à la structure qu'est le vélodrome. C'est du football qui arrive là, avec en plus un public du PSG qui est quand même pas... qui est des fois pas super. Donc là, c'est très très bien parce qu'on a vu le bon côté aussi du public. Et on montre souvent le mauvais côté des supporters du PSG. Et là, on voit quand même qu'il n'y a pas que des mauvais supporters au PSG, heureusement d'ailleurs. Parce que là, on a trop tendance malheureusement à montrer que le mauvais. Là, il y avait le bon, c'était le côté festif, le côté convivial. Les joueurs jouent le jeu, des beaux noms, des beaux joueurs, une belle manifestation. Bravo.
Ça sera le mot de la fin, pour la deuxième fois, je crois, dans cette émission pour vous, sur cette thématique. Ça sent la fin. Quoi. Nous allons maintenant arrêter de ballon rond pour parler ballon ovale. Je vous propose un focus sur Fabien Witz. Ce jeune rugbyman de 17 ans, originaire de Saint-Quentin en Yvelines, a connu sa première sélection en équipe de France de rugby des moins de 18 ans. Une première consécration pour Fabien, qui a réalisé ses premiers plaquages à l'âge de 4 ans au club du Ménil-Saint-Denis. Il revient sur ses débuts dans les Yvelines au micro de Nicolas Dandry. J'étais très, très actif étant petit. Et donc c'est tout ce qui est... Enfin, je pense que c'est cette décharge d'énergie qui m'a fait plaisir, je sentais que j'étais dans mon élément en fait. Dès tout petit, je sentais que ça me plaisait vraiment. Alors ce jeune mesure 2 mètres pour 104 kilos à 17 ans. Il est donc deuxième ligne. La question sur ce thème, a-t-il le profil type du rugbyman moderne? Oui ou non? Grand. Oui. On va faire parler les spécialistes. Jean, pourquoi? Les spécialistes, on ne sait pas, mais... Vous essayez en tout cas. Non, parce que c'est vrai que bon, en quelques années, on a pris une dizaine de kilos et 4 cm, je crois, de différence sur les gabarits des joueurs. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus quand même, des jeunes de cet âge-là, avec des mensurations comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Pour lui, c'est bien. Hein. Après, l'équipe nationale des moins de 18, c'est les moins de 18. Il va falloir qu'il continue à grandir, peut-être pas en taille, mais en talent, puisque c'est bien d'avoir incorporé une équipe nationale à son âge. Après, il faut durer, quoi. Il faut durer là-dedans. Et est-ce que c'est l'avenir? Il va devoir prendre la masse musculaire pour continuer. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est l'avenir? Ça dépend du poste aussi, parce que lui, là, c'est un seconde ligne. Bon, peut-être troisième ligne s'il est adroit et intelligent. Là, il y en a qui vont m'attaquer, mais c'est malheureusement c'est vrai. Et c'est vrai aussi que le fait que ce poste-là, il faut des certaines mensurations, entre guillemets, mais tout le monde ne fait pas 2 mètres au rugby, heureusement. Il y a encore, même au niveau international, en équipe de France, il y a quand même des joueurs, tout le monde, ils ne font pas tous 2 mètres. Hein. Et à un moment donné, il faudra peut-être aussi regarder au niveau des gabarits et de l'intensité des matchs et surtout les chocs de plus en plus violents liés justement à ces physiques qui sont de plus en plus impressionnants. Pierre? Dans ce donc pour vous, il a le profil type. Hein. Oui, il a le profil type parce que c'est pour un deuxième ligne de faire plus de 2 mètres et surtout de faire plus du quintal. Bon, à son âge, on va dire, c'est plus rare parce que j'ai un constat je fais un constat en disant que les générations de nos enfants seront de toute façon, nous mangerons sur la tête parce qu'ils seront plus grands, finalement plus physiques que nous. Elles sont peut-être mieux nourries que la manière dont on l'était. Nous, on a pris plus en largeur qu'en hauteur. Eux, ils prennent les deux. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est une question. C'est est-ce que le rugby va rester un sport de ce qu'il est devenu, un sport de collision et non plus un sport de contact? Si on est dans cette veine-là, oui, un deuxième ligne de 2 mètres et de 104 kilos à 17 ans, ça va faire à peu près 120 bombes à 20 ans quand il sera vraiment en pleine maturité. Donc oui, il a le physique de déménageur. Par contre, c'est est-ce que le rugby va rester au-delà du contact, mais vraiment sur la collision, ou est-ce qu'il va redevenir un sport d'évitement et d'esquive? Là, il est quand même dans la norme parce que ce qu'on voyait sur les images, c'est que même avec 2 mètres et 104 kilos, il fait des passes vissées de 10 mètres des deux côtés, a priori. Pour un deuxième ligne, c'est assez rare. Notre génération, avec Jean, on n'a pas trop connu ça. Les deuxièmes lignes ne touchaient pas beaucoup les ballons. Là, il est athlétique, il a l'air technique. Donc oui, c'est le prototype du joueur de rugby moderne. Maintenant, est-ce qu'il va se fondre à l'évolution de notre jeu dans les années à venir? Justement, est-ce qu'il faut maintenant miser sur l'évitement plutôt que la puissance chez les joueurs de rugby? C'est le pari qui est pris par un certain nombre de clubs, dont le Rugby Club Versailles. Et les équipes nationales également. Également, c'est-à-dire que maintenant, on en revient un petit peu d'envoyer des autobus se tamponner à tout va au centre du terrain. Et on est plus à espérer le retour du French Flair et puis de ce jeu de passe, d'esquive, de crochet, avec des gabarits qui sont pas tous comme ce jeune Fabien Witz.
et dont il faut utiliser les talents et les qualités. Et on n'a pas que des quintos qui jouent au rugby. Il y a aussi des grands qui sont plutôt fins et qui sont capables justement d'éviter et de faire vivre le ballon, en gros, de faire chanter le cuir. Georges, justement, de nombreuses équipes nationales, notamment la Nouvelle-Zélande, jouent avec cette technique d'évitement plutôt, maintenant plus que de contact. Est-ce que c'est l'avenir du rugby ? C'était la particularité du rugby français à la base, on louait le rugby français, parce que le French Flair, on parlait que de ça. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'on est on a voulu copier, et on a laissé un peu l'identité du rugby français, en ayant comme il dit, des autobus qui vont tamponner, qui vont tanker. Et là, aujourd'hui, si la Fédération française et le directeur technique national décident de repartir sur une autre base technique, je pense que les Français vont être contents, parce que les Français, c'est les amateurs du beau rugby, ils aiment le rugby, mais le beau rugby. Et là, c'est vrai que moi, personnellement, je regarde les matchs, mais là, je reviens un peu au rugby à la télévision, mais à un moment, il y a 2 ans, je regardais moins, parce que c'était beaucoup. Ça vous intéressait plus. Ça se jouait au coup de pied arrêté et au choc, au rock et aux compagnies. Donc, si on revient à ce rugby-là, moi, je serais enchanté. On va revenir à Fabien Witz. Est-ce qu'il peut encore prendre de la masse musculaire, Leslie ? Oui. Il a 17 ans. Oui, alors là, justement, c'est bon signe. Encore. Il va faire que ça, je pense. 2 mètres, 104 kilos, je le rappelle, pour les téléspectateurs. Ouais, il a la bonne morphologie. On peut estimer qu'il est mésomorphe, on dit mésomorphe. Mésomorphe, c'est-à-dire. Ouais. Mais oui, effectivement, après, s'il ne joue pas dans une stratégie d'évitement... C'est-à-dire, c'est quoi mésomorphe ? En fait, il va développer facilement sa masse musculaire. De toute manière, on doit bien... prendre soin qu'il mange assez pour favoriser ça. Oui, il est encadré en tout cas. Il est au pôle espoir de la Canale de Sceaux. Ouais. Il l'encadre en tout cas. Ouais, voilà. Mais par contre, sa taille, c'est un inconvénient avec les blessures par contre, parce que ça augmente le phénomène de bras de levier. En fait, il y a plus de tension sur toutes ses articulations quand il court. Donc voilà, c'est à double tranchant un petit peu. Le rugby est devenu trop traumatisant, à votre avis ? Quand il y a la masse musculaire qui va avec et avec une forme trapue, c'est mieux. Et puis après, plus on devient grand, plus on est fragile au cou. Il y a un retour, notamment chez les pros et chez les grands. Il y a un retour des ruptures de ligaments croisés là, antérieurs. Notamment, il y a eu coup sur coup 3 de suite au niveau des joueurs du top 14, que ce soit avec l'équipe de France ou avec leurs équipes de club, entre Dupont, Payog et Brice Dulin pour le Racing. Ce sont des pros qui sont normalement très entraînés et qui sont prêts justement à ce jeu d'évitement et qui se cassent tout seuls. Sur un crochet, et le LCA pète. Donc le contact n'est pas forcément la cause de toutes les blessures. C'est pas la cause, c'est peut-être la préparation au contact futur et donc au match futur qui explique une certaine fragilisation de la partie tendon et muscles. Et c'est un peu inquiétant de ce côté-là, parce que si les pros largement préparés à l'exercice sont soumis à ce genre de blessures qui étaient des blessures spécifiques de footballeurs, mais qui sont aussi maintenant des blessures spécifiques de skieurs ou de rugbyman. Effectivement, maintenant les chocs et les contacts, ils sont plus après sur les acromios et sur les commotions cérébrales, qui est un autre débat aussi. Il y a une petite inquiétude là-dessus. Il faut être prêt physiquement pour le rugby actuel. Maintenant, espérons qu'il évoluera dans le bon sens vers l'évitement. Je vais vous citer la définition du rugby dans le dictionnaire: sport collectif de combat et d'évitement. Oui, de combat et d'évitement. C'est ça, Jean. Et pas de contact, ouais. Et donc cette notion d'évitement est dans le dictionnaire. Oui, tout à fait. C'est la base, c'est la définition que vous venez de citer, qui est tout à fait juste. Et pour en revenir à Fabien Witz, vu son jeune âge et ses mensurations impressionnantes, il aura intérêt à être très très bien encadré, justement, pour éviter ces pièges et de malheureusement se casser rapidement, parce que il est quand même jeune, en pleine croissance,
même s'il annonce plus de 2 mètres et 104 kilos. Justement, il va falloir qu'il soit très très bien encadré pour éviter que dans sa croissance qui n'est pas terminée, le corps prenne de mauvaises habitudes et qui se répercuterait beaucoup plus tard, ou même un peu plus tard dans sa carrière, pas quand il aura 50 ans. Parce qu'à 50 ans, il fera comme tous les anciens joueurs de rugby, il sera un mauvais vieux. Un mauvais vieux. Mais sinon, quand même, il a intérêt à faire très attention, à être très suivi de très près. La Canal de Sceaux, c'est le pôle idéal pour lui ? Oui, et on connaît bien les entraîneurs qui sont là-bas, qui est notamment. Il y a eu notamment Wesley Fofana qui est passé par là, Mathieu Bastaro également. Voilà, pas mal d'internationaux qui sont passés là. Des joueurs franciliens qui sont passés à la Canal avant d'avoir des belles carrières internationales. Effectivement, c'est un bel écrin où justement les choses sont faites pour pouvoir accompagner les jeunes sur le chemin du professionnalisme pour certains, mais en tout cas sur la progression vers le haut niveau, en intégrant tous ces paramètres, alors de plus en plus techniques, mais justement pour pouvoir les faire grandir, quasiment avec tuteur en fait. C'est les faire grandir sur une courbe sur une courbe qui est de plus en plus impressionnante, mais avec justement préparation et soin. On lui souhaite le meilleur en tout cas. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 19 avril pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation de l'ancien pilote de Formule 1, le légendaire Ayrton Senna. Idéalement, nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.